Dès que le Covid est sorti, j'ai été regarder les données qui tombaient de gens qui étaient malades ou infectés, etc. Une épidémie, par construction, est un phénomène exponentiel. La dynamique de l'épidémie, c'était pas de regarder l'accélération, c'était de regarder le jolt. Ce que vous devez voir, c'est si cette accélération elle-même... Elle prend de l'amplitude, elle gagne de la dynamique. Elle gagne de la dynamique dans un sens ou dans l'autre, et donc c'est le jolt. On se rend compte qu'on a tous tendance à prévoir l'avenir à partir de ce qu'on voit, qu'on observe de la vie, et ensuite on a des effets de surprise. Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard, merci à toi. Alors, tu as fait un papier autour de la surprise. La surprise. Alors, surprends-nous. Qu'est-ce que c'est, ces histoires de surprise? Le surprise index. La surprise, mais la surprise est un concept que j'adore. Parce qu'en fait, tout le monde adore. Alors, tu as des bonnes surprises et puis tu as des mauvaises surprises. Mais quand il y a des surprises, c'est qu'il se passe quelque chose dans ta vie, ça déclenche une émotion. On est très très sensible à la surprise. Chérie, je suis enceinte. Ah, surprise. Mais oui, bien sûr. Mais je me souviens d'un médecin de mon épouse qui disait, mais les gens que je vois chez moi qui sont complètement déprimés, et pourtant ils ont une vie correcte, ils gagnent leur vie correctement, etc. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils leur réveillent jamais rien. Il n'y avait pas de surprise. Donc si t'as pas de surprise, tu te dis zut alors, la vie est pas très drôle. Donc la surprise. Alors la surprise dans la finance. Dans la finance, la surprise, c'est très très suivi. C'est-à-dire qu'il y a des organismes statistiques qui suivent en permanence ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire l'opinion de toutes les grandes maisons, de toutes les banques, etc. Donc les pros du secteur. Les pros du secteur. Tous les pros du secteur. C'est pas un micro-trottoir à la sortie du ciné. C'est pas un micro-trottoir. Non. Et qui leur dit, à votre avis, l'inflation le mois prochain en France... Vous en pensez quoi? Est-ce que cela, chacun ayant ses propres modèles, ses propres anticipations, et demande, et vous, selon vous, ça va être plus 0,1% ou plus 0,2 ou plus 0,3, puis chacun donne son avis. Et là, on se dit, comme c'est les meilleurs, ça devrait toujours tomber à peu près juste. On peut se dire ça. Moi, c'est la tentation. J'ai toujours un petit doute, moi, tu sais, sur le côté, les prévisions, ce genre de truc. Toujours un doute. C'est pour ça que je n'utilise jamais les prévisions. J'utilise toujours ce que je mesure effectif. Mais c'est amusant, en tout cas. Et donc, vous avez Bloomberg, vous avez vos systèmes, et donc, moi, j'ai toujours toute la journée, voilà ce que les gens pensent. Et puis, tout d'un coup, l'inflation en France sort, on te dit, le consensus, c'était 0,2. Et pan, c'est passé à 0,3 ou à 0,4, et donc, surprise. Et donc, on mesure l'écart entre ce qui est sorti et ce qui était prévu, et ça, c'est une surprise. C'est la taille de la surprise. La taille de la surprise, et donc, il y a un indice de la surprise. Et donc, on suit cet indice de la surprise à la hausse, surprise à la baisse, etc. Et alors, et c'est très suivi. Bon. Et ça a des conséquences sur les marchés. C'est-à-dire on voit que la surprise, on peut voir que c'est corrélé au fait que bonne surprise, le marché a tendance à monter, mauvaise surprise à baisser, etc. Et moi, comme je crois pas beaucoup à la capacité humaine à prédire ces trucs, comme tu sais, je suis assez sceptique, je me suis dit, mais moi, je regarde jamais ces trucs-là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, ce qu'on fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'on fait, par exemple, sur le cas de l'inflation, c'est qu'on mesure l'accélération de l'inflation. Ce qui n'a rien à voir avec demander l'opinion des gens. Donc, on dit, quel est le rythme d'inflation actuellement? Est-ce que ce rythme d'inflation, sur une année glissante par exemple, par rapport au long terme, est-ce que cette inflation est en train d'accélérer vers le haut ou de décélérer vers le haut? Pourquoi? Parce que je suis... De décélérer? De décélérer vers la baisse. D'accélérer ou de décélérer, pardon. Accélérer à la hausse ou décélérer, donc accélérer à la baisse, excuse-moi. Et pourquoi? Parce que je suis convaincu que justement, que nous sommes sensibles à l'accélération. C'est-à-dire que, en fait, l'émotion va venir du fait qu'il y a une accélération. On va sentir quelque chose sur l'accélération. Par exemple, vous êtes dans un avion, vous êtes sur le tarmac, tout d'un coup, il commence à avancer, vous sentez une accélération. Et là, waouh, ça y est, chérie, ça y est, il s'est passé, on a bougé, on va décoller. Et puis ensuite, on sent des trucs. Et puis ensuite, l'avion, il va à vitesse constante sur le tarmac. Il se passe plus rien. Vous sentez plus rien. Puis tout d'un coup, le pilote, il met les gaz à fond, accélération, et là, vous sentez de nouveau. Donc en fait, ce qu'on sent, c'est toujours les accélérations. Et donc, je me suis dit, en fait, l'accélération, c'est ce qu'on sent, donc c'est ça la surprise. La surprise, c'est l'accélération. Et donc, ce que je vais mesurer, moi, c'est l'accélération de l'inflation. Et je vais voir si cette accélération de l'inflation a des conséquences sur les actions, par exemple. Et surprise, colossale. Bon. Et puis là, je me suis amusé dans cette étude à me dire, maintenant, je vais comparer ça à l'indice de surprise. Eh ben, ce sont des frères jumeaux. Donc, tu vois, je sais pas si tu montreras le graphe ou pas, mais ça oscille tout à fait en parallèle. C'est-à-dire que finalement, ma conclusion, c'est que la surprise
C'est une accélération. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on est sensible à l'accélération. Ça veut dire que finalement, si on pousse même un petit peu plus loin, ça veut dire que on est sensible pas forcément uniquement à l'accélération, mais aux différentes dérivés du mouvement, ce qu'on appelle les dérivés du mouvement. Les dérivés du mouvement, c'est, premièrement, je suis arrêté, et puis je commence à me mettre en mouvement. Donc j'acquiers une vitesse. Ça, c'est une dérivée de la position, la vitesse. OK. Ensuite, j'ai une certaine vitesse constante. Et puis, je change de vitesse. C'est une accélération. Et ça, on le sent. Et ça, on le sent. Sinon, on est dans un référentiel qui ne bouge pas. Et voilà. Donc, il y a des moments où on peut être sensible au passage de zéro à la vitesse elle-même. Ensuite, on passe à l'accélération. Et puis ensuite, vous pouvez vous dire aussi, mais que l'accélération elle-même peut changer. Parce que si tu es, par exemple, dans un avion, il est en accélération constante. Accélération constante, en fait, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans votre avion? C'est que vous vous sentez un peu lourd. Et en fait, on voit le verre d'eau, vous faites l'expérience, vous mettez un verre d'eau et vous voyez l'eau qui bouge un peu. Exactement. Et on se sent assez lourd. Le niveau de l'eau, il est plus droit, il est un peu penché. Il est un peu penché, et puis vous sentez que vous êtes un peu collé à votre siège. Ouais. Mais si l'accélération est constante, pendant plusieurs minutes... On a juste l'impression d'avoir mangé une fondue. On a juste l'impression d'avoir mangé une fondue. Voilà. Mais on ne sent plus rien. Ouais. À partir du moment... Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va sentir? On va pas sentir l'accélération puisqu'on l'a en continu. On va sentir une variation de cette, encore une fois, une dérivée, une variation de cette accélération. La variation de l'accélération s'appelle le jolt en mathématiques. Bon, le jolt. Alors, en fait, quand on passe de 1G, le jolt, c'est la mesure qui vous fait passer de 1G à 2G. Voilà. Donc, c'est quand le poids augmente. Donc, il y a une accélération de l'accélération. Accélération de l'accélération. Donc, de nouveau, encore une fois, une variation liée à la variation de la variation de la variation. Donc, on peut décliner comme ça à l'infini. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tout dépend. Est-ce qu'on va être sensible à l'accélération, par exemple, ou au jolt? Ça dépend de ce qu'on étudie. Si on est pour un avion, par exemple, ce que nous on ressent dans un avion, on est sensible aux deux, mais principalement à l'accélération. Mais si on prend le cas, par exemple, du Covid, et c'était l'époque il y a quelques années où on a eu ça, dès que le Covid est sorti, j'ai été regarder les données qui tombaient de gens qui étaient malades ou infectés, etc. Et en fait, je m'étais rendu compte immédiatement que ce qu'il fallait observer pour avoir une capacité, à moins d'anticiper la dynamique de l'épidémie, c'était pas de regarder l'accélération, c'était de regarder le jolt. Et pourquoi ça? Parce qu'une épidémie, par construction, est un phénomène exponentiel. Parce qu'une personne en infecte 2, mais ces 2 personnes vont en infecter 4. Et les 4 vont en infecter, etc. 2 fois 4, 8. Donc, si c'est juste 1 pour 2. Donc, on voit qu'en fait, l'exponentiel est structurel au phénomène épidémique. Donc, ce n'est pas l'accélération qu'il faut regarder. Parce que l'accélération, vous allez voir, ça accélère. Ben, c'est normal. C'est un phénomène épidémique. Ce que vous devez voir, c'est si cette accélération elle-même... Elle prend de l'amplitude, elle gagne de la dynamique. Elle gagne de la dynamique dans un sens ou dans l'autre, et donc c'est le jolt. Et à ce moment-là, en commençant à calculer le jolt, on arrivait à se rendre compte que, c'était bon, le 80% de l'humanité n'allait pas être contaminé en quelques mois. Parce qu'au départ de l'épidémie, les premiers calculs montraient que, mais il y avait un risque quand... par exemple, au début, c'est 1 par jour, après c'est 2, après c'est 4, après c'est 10, après c'est 15, après c'est 20. C'est ça. Et là, et voilà, exactement. Et à un moment, ça ralentit, donc ça continue d'accélérer. Ça continue d'accélérer, mais moins. Voilà. Et ça, c'est le point d'inflexion. Et c'est là que tu commences à dire, il y a quelque chose qui est en train de se faire, ça s'enraye, le phénomène de diffusion est en train de s'enrayer, il perd un peu de vigueur, et à ce moment-là, tu peux commencer à le prolonger dans une dynamique de mouvement et te dire, c'est bon, si ça continue comme ça va continuer à monter. En fait, c'est jamais à vitesse constante, ça veut dire que ça diminue, et après, ça devient une vitesse négative. Absolument. C'est-à-dire que quand tu commences à voir que l'accélération baisse, tu peux te dire, si ça continue comme ça, l'accélération va baisser jusqu'à devenir négative. Ouais. Et quand elle va devenir négative, c'est-à-dire que la vitesse, pendant un certain temps, va ralentir jusqu'à, évidemment, de tendre vers zéro. Donc voilà, ça veut dire que c'est toutes les dérivées du mouvement. Il y a un énorme avantage à regarder les dérivées du mouvement. Il y a un autre avantage fondamental en économie, c'est que si tu regardes par exemple sur l'inflation, la mesure elle-même de l'inflation, tu peux avoir des débats dessus. C'est-à-dire que tu dis, comment est-ce qu'on mesure cette inflation? Il y a des gars qui font le panier de la ménagère. Alors voilà, j'ai un pot de beurre, j'ai un pot de crème, j'ai un truc. Ils font le panier du gilet jaune, le panier du cadre, le panier du parisien, le panier du jurassien, le panier... Voilà. Donc, il y a autant de paniers que de gens. Il y a autant de paniers que de gens. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est très difficile à savoir. À partir du moment où tu commences à regarder les dérivés, c'est-à-dire les variations et plus le panier lui-même... Mais c'est les mêmes d'un panier à l'autre? Non, mais ce qui va se passer, c'est que, disons, si tu as un biais, disons qu'il y a une inflation réelle, et que toi, tu as un biais, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de mesurer parfaitement la chose.
eh ben, tu te dis, j'ai un décalage par rapport à la réalité. Donc, ma mesure ne sera pas bonne. Mais si tu regardes en variation, et si ton panier lui-même, si tu veux, ne change pas structurellement, ta variation a beaucoup plus de chances d'être en ligne avec la variation du réel. Parce que tu élimines les biais en faisant des variations. C'est sur l'indice des gilets jaunes d'ailleurs que vous avez fait avec Charles. On voit bien que dans les deux cas, l'indice gilets jaunes et l'indice officiel de l'inflation sont corrélés. Totalement. Donc il y a les mêmes, enfin c'est pas tout à fait les mêmes, mais les directions sont les mêmes sur les accélérations. C'est ça. Mais que le gilet jaune il est dans un grand 8 alors que l'inflation de l'INSEE elle est dans je sais pas ce qu'il y a dans les tasses mexicaines là. C'est plus cool. C'est exactement ça. Mais en vrai, si tu mesures des décalages d'accélération et de décélération, les deux donnent la même mesure. De la même mesure. Et donc on s'écarte en prenant l'accélération. En tout cas, une grande partie, on s'écarte de ce problème qui est de dire que je mesure l'accélération qui devient positive ou négative pour l'indice gilet jaune ou pour le CPI français, le Consumer Price Index, l'indice d'inflation sur le bien de consommation. Ben, je tombais à peu près sur le même moment. Donc, j'aurais la même indication que la dynamique. J'aurais le même top départ. Et ça évite tous les débats du genre, ah oui, mais est-ce qu'il faut remettre plus de café, moins de nourriture, plus d'ordinateurs, téléphone, de machin. Absolument. Donc, ça permet d'aller vers quelque chose qui est plus robuste pour analyser la dynamique. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'en fait, avant, pour faire des indicateurs avancés, enfin, c'est un peu les surprises, c'est un peu les indicateurs avancés quand tu fais des sondages pour savoir où penser quoi de l'inflation. C'est la surprise par rapport à l'indicateur. Voilà ça. Et ben toi, tu retombes sur les mêmes choses en supprimant l'enquête auprès de tous les experts. C'est ça. En fait, c'est ça que je trouve comme très... ça, t'as plus besoin en fait de faire passer des gens pour intelligents. Alors, ou bêtes en fonction des moments. Ce que je dis, non mais vous y pouvez rien les gars, vous inquiétez pas, de toute façon ça dépend pas de vous quoi. Ouais, c'est ça. Moi ce que je pourrais faire, c'est faire un indicateur de l'indicateur de surprise sans interroger les gens. Voilà, sans interroger les gens, je dis voilà quelle va être la surprise, voilà. Mais c'est vachement chouette en fait parce que ça veut dire globalement que l'intuition, on ne demande pas d'être bon ou meilleur que les autres. Non. C'est pas sur ce sujet-là, ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. On se rend compte qu'on a tous tendance à prévoir l'avenir à partir de ce qu'on voit, qu'on observe de la vie, et ensuite on a des effets de surprise. Voilà. Et ça c'est très marrant parce qu'en fait, moi ce à quoi ça me fait penser, c'est que si c'est pas parce que souvent dans les marchés on dit ouais mais l'aléa ou ce qu'on ne comprend pas, on dit ouais mais c'est lié à la psychologie des marchés. Oui. Et en fait, ça me paraît être un mot valise pour dire j'en sais rien. Et c'est un peu le ta gueule, c'est magique. Et en réalité, quand on fait ça, bah, ça veut dire que tu es en train de montrer qu'il y a bien des relations, des lois qui gouvernent en fait les marchés. Tout comme il y a des lois qui gouvernent l'écoulement d'un fluide à travers une pièce de cinéma en feu qu'on appelle les gens. Et du coup, on retombe toujours sur cette idée que la finance, l'économie est un ensemble du monde et que le monde est régi par des lois. Alors physiques, économiques, mais scientifiques. Elle est régie. Alors deux choses, c'est-à-dire que premièrement, les hommes pensent qu'ils anticipent bien l'avenir, ils l'anticipent très mal. Bon, ça, c'est la première chose. Ça, c'est qu'on croit qu'on est qu'on est une espèce de mage, mais on est complètement mauvais à ça. Tu sais, c'est l'histoire du gars tel qu'il s'imagine chanter bourré et tel que les autres le voient chanter quand il est bourré. Ah oui, t'as pas tout à fait la même vision. C'est un peu moins... et en revanche, là où on peut dire qu'il y a des lois, ou en tout cas des comportements collectifs qui se ressemblent, c'est parce que, notamment, tu parlais de la finance comportementale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un observable est partagé, par exemple, voilà, l'inflation est en train de monter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de gens savent que l'inflation est quelque chose qui est mauvais pour les actions. Donc, certains vont commencer à vendre. Et si la dynamique du prix est telle que ça commence à transmettre la peur dans le système, alors là, on peut avoir un phénomène collectif qui est amplificateur. Et donc, je ne nie absolument pas la finance comportementale et l'importance de la psychologie dans les marchés, mais pas au niveau de la prévision. Voilà. Pas au niveau de dire, moi, tout le monde, on sait très bien que ça va être 0,4 l'inflation. Bah, évidemment, puisqu'on est collectivement bon à prévoir. Pas du tout. Ce qu'on est collectivement bon à faire, c'est avoir la même surprise en même temps et quelquefois avoir des réactions qui sont simultanées, donc qui amplifient un phénomène économique par une dynamique qui est une dynamique psychologique. Et que ça se modélise. Et que ça se modélise. Donc, si ça se modélise, oui, c'est des lois. Bah, c'est-à-dire que ça, voilà, tu peux appeler ça des lois.
lois, ou tu peux appeler ça des espèces de constantes ou d'invariance. Donc, ça a des caractéristiques de type loi. C'est-à-dire que, bon, c'est pas du 100% sûr. Mais disons que tu as une très bonne chance, compte tenu de ces circonstances, d'aller dans cette direction. Et c'est ce que l'on vérifie, oui. Merci beaucoup, Didier. Merci à toi.